Welcome, everyone, and thank you for joining us today. Bienvenue. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. I'm Ted Hewitt, President of the Social Sciences and Humanities Research Council, or what we call SSHRC for short. I want to acknowledge, first off, that SSHRC's offices are situated on the traditional, unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. As we are meeting in a virtual environment and from various locations, we also acknowledge from coast to coast to coast the ancestral and traditional territory of all First Nations, Inuit, and Métis peoples who call this land home. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui au nom de CRSH pour présenter le deuxième volet de notre nouvelle série d'entretiens publics offerts en partenariat avec la Conversation Canada. Le CRSH est l'organisme fédéral de financement de la recherche du Canada qui appuie la recherche et la formation en recherche dans le domaine des sciences humaines. Les chercheurs et les étudiants qui l'appuient permettent de mieux comprendre la condition humaine, la pensée et le comportement humain, les cultures et le fonctionnement de la société. The work of scholars in these disciplines has never been more vital in responding to society's challenges to seizing new opportunities, from post-pandemic recovery to climate change and the environment to Indigenous reconciliation. We are delighted to partner with the Conversation Canada to bring the perspectives of some of Canada's best and brightest scholars to the public. This series of talks provides a unique forum where we can hear directly from academics who have important views to share that can enrich our understanding of people and of world affairs. André Blais est l'invité spécial d'aujourd'hui. Monsieur Blais s'est vu décerner le prix Savoir à l'issue du concours des prix Impact de CRSH de 2021. Ce prix souligne les réalisations exceptionnelles d'un chercheur ou d'une équipe de recherche dont le projet a contribué de façon substantielle à l'enrichissement des connaissances et à favoriser une meilleure compréhension de l'être humain, de la société et du monde. Monsieur Blais est professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Ses recherches ont révolutionné la compréhension globale du fonctionnement des démocraties électorales. Il est aujourd'hui interviewé par Martine Touraine, rédactrice en chef à la Conversation Canada. Martine a une vaste expérience en journalisme au Québec et de façon générale dans le secteur des médias. Elle sera la modératrice de la session d'aujourd'hui. Thank you again to everybody in attendance today for joining the conversation. Je vous remercie encore une fois d'être des nôtres. Je cède maintenant la parole à Martine et à André. Bienvenue. Merci beaucoup, Ted. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour surtout au professeur Blais. Alors, avant de commencer, je voulais vous informer qu'il y a des services de sous-titrage qui sont disponibles et aussi l'interprétation simultanée qui sont disponibles donc, pour l'événement. Pour le sous-titrage, vous pouvez cliquer sur le lien sous l'écran vidéo. Pour l'interprétation simultanée, vous sélectionnez l'icône du globe dans le menu en haut à droite de l'écran. Alors, l'entrevue d'aujourd'hui va être suivie d'une période de questions et de réponses. Vous pouvez soumettre vos questions tant en français qu'en anglais en utilisant la fonction Q et R sur la plateforme. Alors d'abord, bonjour André. Merci mille fois pour l'entrevue. C'est vraiment tout un honneur pour nous à la conversation de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, commençons d'abord par, vous êtes une sommité mondiale des processus électoraux. Vous avez particulièrement étudié les motivations des gens à voter ou à ne pas voter aux élections. Qu'est-ce qui a été pour vous la bougie d'allumage? Qu'est-ce qui a fait que durant vos études en sciences politiques, vous vous êtes intéressé particulièrement à ces questions? Je ne sais pas s'il y a vraiment eu une bougie d'allumage, mais il reste que je suis un baby boomer. Je me suis développé dans la mouvance de la Révolution tranquille au Québec. Et à ce moment-là, je pense que c'est important de se rappeler qu'il y avait un sentiment qu'il fallait
changer des choses, changer la société, que l'État devait jouer un rôle important et que les élections jouent un rôle important dans tout ce processus-là, parce qu'on avait vécu la première victoire libérale dans les années 60. Et donc, il y avait, je crois, un optimisme quant au rôle du politique en général et quant au rôle des élections en particulier. Et donc, je pense que les gens de ma génération au Québec avaient un préjugé positif vis-à-vis des élections, un préjugé qui n'est peut-être pas aussi positif présentement. C'est vrai. C'est vrai, c'était un peu, bon, évidemment, la démocratie existait, mais comme vous dites, c'était comme un élargissement de la démocratie. Dans l'article publié, vous avez publié un article à la fin de la semaine dernière dans La Conversation ainsi que The Conversation. L'article a été traduit. On comprend chez vous que vous doutez de tout, des idées toutes faites, là, de celles là, qui paraissent aller de soi. D'ailleurs, votre motto, c'est « pas convaincu ». Parlez-nous un peu de vos méthodes de recherche, là, de celles qui vous ont accompagné durant votre carrière. La méthode que j'ai, c'est tout simplement, de mon point de vue, la méthode scientifique. Et de mon point de vue, la méthode scientifique, elle est fondée sur un scepticisme de bonne aloi. C'est vraiment partir avec l'idée qu'on veut démontrer quelque chose, qu'on pense qu'on a une intuition, puis qu'on est prêt à soumettre cette intuition à l'épreuve des faits, et que donc, on espère quand même que notre intuition s'avérera vraie, sera validée, mais on reconnaît directement qu'on a peut-être tort, que peut-être la démonstration empirique va nous amener à conclure que notre intuition n'est pas aussi bonne qu'on le pensait. Et donc, il me semble que c'est vraiment comme ça qu'il faut approcher les choses en général, en sciences, mais aussi dans la vie. Avoir des intuitions, peut-être même des convictions, mais avoir toujours un doute à propos de ses propres convictions, à propos de ses propres démarches, et donc de les soumettre à la réalité. Donc ça, c'est l'approche scientifique très classique, je pense, à laquelle je souscris entièrement. L'approche méthodologique, dans mon cas aussi, c'est l'utilisation d'un instrument de mesure particulier. Dans mon cas, surtout, pas exclusivement, mais surtout le sondage. Et dans le sondage, il y a beaucoup de choses, de principes à respecter, mais peut-être le plus simple et le plus important, c'est seulement de poser des questions courtes, simples et claires. Et ça, je m'efforce de faire cela dans chacune des études à laquelle je participe. Donc, un instrument particulier, mais aussi, surtout, je pense, un esprit de scepticisme. Est-ce que vous diriez justement sur les sondages, comme vous dites, c'est un des instruments privilégiés, que c'est de plus en plus difficile d'avoir des échantillonnages représentatifs de la société? On a vu que dans certaines élections, les sondages étaient passés un peu à côté de la plaque. Les dernières élections, ça s'est un peu stabilisé, mais est-ce que vous diriez que le grand défi aujourd'hui dans une société qui est plus éclatée, c'est l'échantillonnage? L'échantillonnage, c'est le problème le plus important du sondage, parce qu'il y a d'autres aspects, là, mais le taux de réponse est beaucoup plus bas qu'il ne l'était auparavant. Et on essaie de faire des corrections par toutes sortes de moyens, parce qu'on connaît un peu quels sont les biais de représentation, et on les corrige. Et on les corrige avec succès la plupart du temps, mais pas tout le temps. C'est une méthode donc qui est un peu fragile, plus fragile qu'elle ne l'était, je crois. Mais qui demeure, je crois, la plus utile si on veut connaître les opinions du public. Mais je crois que de plus en plus de chercheurs reconnaissent qu'il est utile d'essayer de complémenter les résultats d'enquête, de sondage, par d'autres données, des données peut-être plus objectives ou qui peuvent être, qui posent moins de problèmes au niveau en particulier de l'échantillon. Donc, c'est un instrument qui demande beaucoup plus de soins et de prudence que ce n'était le cas, disons, il y a 40 ou 50 ans. Parce qu'il y a certains groupes qui semblent, en fait, peut-être sur plus à la marge, qui semblent moins enclins à répondre aux sondages. Donc, ça peut donner une idée peut-être un peu faussée, notamment parfois dans les questions d'ordre social, par exemple. On arrive avec des résultats qui ne sont pas toujours peut-être aussi représentatifs qu'on le voudrait. Ça, c'est le cas. Dans la mesure où on connaît bien ces biais-là, on peut les corriger
Bon, probablement, mais on ne les connaît pas tous. Et donc, il y a des biais qu'on ne réussit pas à corriger parce qu'on ne les connaît pas suffisamment. Mais il y a de plus en plus de recherches sur la méthodologie des sondages et dont le travail est vraiment de faire en sorte que cet instrument-là demeure quand même valable. Et je pense qu'il est toujours valable, mais il y a des lacunes quand même qui ne doivent pas être niées. Oui, c'est un outil perfectible. André, vous êtes un partisan du travail collaboratif. Vous l'avez beaucoup écrit. Vous dites pratiquement toutes mes recherches se font en collaboration. Pour vous, c'est l'essence même de la recherche. Comment vous créez une bonne équipe de recherche? Comment la chimie s'opère, par exemple, dans une équipe là, qui va vraiment arriver à des bons résultats? Vous savez, je ne le sais pas vraiment. Je n'ai pas de recette. Je pense que j'ai été très chanceux, tout simplement. J'ai eu la possibilité de travailler avec des gens, des collaborateurs formidables. Et pour moi, ça a été en général de très grands succès. J'ai commencé dans beaucoup de recherches avec des collègues que j'ai rencontrés au département et dans mon cas plus spécifiquement à la cafétéria, où on jase de tout et de rien, de recherche, de politique, de la vie, de musique, etc. Et il y a des gens avec qui j'ai développé des atomes crochus et c'était un peu normal de continuer puis de faire de la recherche avec eux. Il y avait aussi des chercheurs que je rencontrais dans des colloques ou des conférences internationales qui me semblaient inspirants. Puis là, je voulais travailler avec eux. J'avais aussi des étudiants que je dirigeais, avec qui je discutais tous les jours de toutes sortes de recherches existantes et des lacunes des recherches existantes. Et là, on se disait, mais on devrait pouvoir faire mieux que cette recherche-là. Comment on pourrait améliorer les choses? Et donc, c'est toutes sortes de circonstances particulières qui font en sorte qu'on a le goût de travailler avec les autres. Je pense que c'est ça qui est important, qu'on a le goût de travailler. Comment conserver l'alchimie? Je ne le sais pas trop, en essayant d'avoir de l'humour. Hein? Je pense que l'humour, c'est important dans la vie et de se taquiner mutuellement, d'accepter d'être taquiné, de taquiner les autres. Je pense que c'est très important. Mais tout simplement d'avoir du plaisir ensemble. Mais la recette exacte, si je la savais, peut-être que je ne la donnerais pas. Maintenant, André, si on revient au cœur de vos recherches, bon, c'est le vote. Qu'est-ce qui fait que des personnes votent, d'autres pas? Après vos décennies de recherche, je sais que la question est vaste et que les réponses sont vastes aussi, mais qu'est-ce que vous répondriez? Pourquoi des gens votent et d'autres personnes ne votent pas dans les pays occidentaux? Moi, ma réponse, ce serait de vous ramener, de vous inciter à lire le dernier livre que j'ai écrit avec un ancien étudiant, Jean-François Daoud, qui est intitulé « The Motivation to Vote ». Et là, on argumente qu'il y a deux grandes motivations qui sont les moteurs les plus puissants de la décision de voter ou de s'abstenir. C'est l'intérêt pour la politique et le sentiment que voter, c'est un devoir ou un choix personnel. Commençons par l'intérêt pour la politique. Si je suis intéressé par la politique, ça va être normal pour moi d'aller voter. Je vais aller voter généralement, à moins d'exceptions. Mais si je ne suis pas intéressé, la chose la plus normale, c'est probablement de ne rien faire, de ne pas voter, de ne pas aller voter. Donc, le goût qu'on a pour la politique est vraiment une attitude absolument fondamentale qui explique pourquoi on vote ou on s'abstient. Et la deuxième attitude, c'est ce qu'on appelle le sentiment du devoir de voter, le devoir civique. Il y a des gens qui estiment que c'est un devoir moral que d'aller voter, que ne pas aller voter, c'est comme commettre un petit péché. Véniel peut-être, mais un péché pareil. Alors qu'il y en a d'autres qui disent, ben, c'est un choix personnel. Si j'ai le goût d'aller voter, je vais aller voter. Puis s'il n'y a s'il n'y a aucun des candidats qui me semble intéressant, je n'irai pas voter. Et donc, il y a deux types de citoyens qui adhèrent ou non à la notion du sentiment du devoir de voter. Et cette conception-là affecte très fortement la décision de voter ou de ne pas voter. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux attitudes-là, il y a plusieurs études qui démontrent qu'elles sont acquises très rapidement. Ah oui. Bien souvent à l'enfance ou plutôt à l'adolescence, puis qu'après 20 ans, elles ne bougent que très peu. Et que donc, ces deux attitudes-là fondent la décision que l'on prend une élection après l'autre, d'aller participer à cette élection ou non. Donc, si on regarde un peu les taux d'abstention, notamment chez les jeunes, on voit qu'ils sont un peu plus élevés
que la moyenne, est-ce que ça signifie qu'ils votent moins parce qu'ils sont jeunes ou est-ce que cette habitude-là, justement, comme vous dites, qui a été prise tôt dans leur vie, va pour se poursuivre pour la suite des choses? En général, les jeunes votent moins. Les jeunes générations, je devrais dire, votent moins que les générations précédentes, et en partie parce que le sentiment du devoir de voter est moins fort chez les jeunes. En général, vous savez, moi j'ai observé dans les 50 dernières années que le terme de devoir est moins populaire qu'il ne l'était. Je pense que j'utilisais moins souvent le terme devoir auprès de mes propres enfants que des parents l'ont fait à mon égard. Et que donc, il y a un aspect générationnel qui fait que le droit, c'est à la mode, le devoir, c'est un peu plus vieillot. Et donc, les jeunes contestent davantage la notion que c'est un devoir de voter, et ceci explique que leur taux de participation est plus faible. J'ajouterais quand même que même chez les jeunes, ce sentiment de devoir-là existe, mais il existe de façon moins forte que dans les générations précédentes. Et c'est ce qui explique, selon moi, en bonne partie la raison pour laquelle les jeunes votent moins que les plus âgés. Vous avez parlé aussi de l'intérêt pour la politique comme un des facteurs de motivation. Est-ce que vous diriez que les jeunes ont moins d'intérêt pour la politique que les générations précédentes ou que ça se manifeste autrement, par exemple dans la cause environnementale ou d'autres causes de ce type-là? Ça se manifeste différemment. Le niveau d'intérêt des jeunes présentement est à peu près le même que celui des générations précédentes. Donc, ce qui a changé, c'est la participation électorale ou le membership dans les partis politiques, et non d'autres formes de participation, comme par exemple la participation à des manifestations, des pétitions, etc. Pour cela, c'est relativement stable. Peut-être même une petite hausse. OK. Donc, le fait que les taux d'abstention dans le monde occidental tendent à diminuer, pas de façon spectaculaire, on l'a vu dimanche en France, on est passé d'un taux d'abstention de 22 en 2017 à 26 cette fois-ci. Donc, on voit que ça augmente. Bon, c'est pas spectaculaire, mais ça augmente. Donc, c'est dû au fait que les jeunes générations, c'est ça comme vous dites, manifestent autrement leur façon de voir la politique. Oui, et je dirais surtout que pour eux, que chez ceux qui sont plus intéressés, ils ne se sentent pas coupables de ne pas aller voter, alors que dans ma génération, quelqu'un qui n'était pas intéressé, il n'oserait pas l'admettre, ou il irait parce qu'on lui dit continuellement que c'est son devoir de voter. C'est ce qui a changé essentiellement. C'est ça. Il ou elle ne s'en vantait pas auparavant, alors qu'aujourd'hui, c'est plus accepté. On parle souvent aussi des modes de scrutin. Pour parler du taux d'abstention, on dit, si on introduisait le système proportionnel, par exemple, est-ce que ça susciterait davantage d'intérêt? Selon vous, qui êtes un spécialiste des élections, est-ce que le mode de scrutin proportionnel est vraiment plus démocratique, comme certains disent, ou selon vous, ça favorise davantage la tyrannie des minorités, par exemple? Je pense qu'il faut se dire que, comme dans la plupart des situations, il y a des bons arguments pour le mode de scrutin dit proportionnel et de bons arguments pour le mode de scrutin dit majoritaire. Moi, ce que j'aime particulièrement du mode de scrutin majoritaire… Et par exemple, j'imagine… Allez-y. Non, allez-y. Ah, OK. Dans le scrutin majoritaire, je crois ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus facile de ce que les Anglais appellent « throw the rascals out », de se débarrasser d'un gouvernement. On vote contre le gouvernement, c'est fini. Et donc, ça prend la grande qualité du système majoritaire. Dans le scrutin proportionnel, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est beaucoup plus juste. Ça permet à des plus petits partis d'exprimer leur point de vue. Alors, je pense que des bons arguments de part et d'autre. Ce que je noterais cependant, c'est que selon moi, la principale raison pour laquelle on a beaucoup parlé de mode de scrutin, de réforme du mode de scrutin, mais qu'on a accouché d'aucune réforme, c'est que les grands partis qui gouvernent arrivent à la conclusion que leur intérêt réside dans le maintien du mode de scrutin actuel. Et donc, pourquoi en bout de piste, on a gardé le mode de scrutin actuel? C'est peut-être pas tellement à cause de ses qualités que parce que ça fait l'affaire des grands partis. Oui, ce qui peut décourager plusieurs, d'ailleurs, parce qu'on entend souvent ça, effectivement, pourquoi changer un mode de scrutin qui favorise les grands partis?
Parlant des grands partis, on a vu en France, par exemple, les deux grands partis qui avaient dominé la vie politique depuis les 50-60 dernières années s'effondrer complètement. Hier, à Longueuil, on voit que le Parti libéral est quasi moribond. Est-ce que les partis politiques aujourd'hui, leur vie est plus éphémère qu'elle l'était, par exemple, il y a 50 ou 60 ans? Leur vie est plus difficile. Et j'espère que vous aurez un peu d'empathie pour les grands partis pour qui la vie est plus difficile. La vie est plus difficile parce que les gens ont beaucoup moins tendance à systématiquement toujours voter pour les mêmes partis. Okay. Les traditions partisanes, les gens qui se définissent comme partisans d'un parti, ça existe encore, mais il y en a moins qu'avant. Et parce qu'il y en a moins qu'avant, il y a moins de gens qui vont continuellement appuyer tel ou tel parti. Et ça fait en sorte que la vie est plus facile pour les nouveaux partis. C'est plus facile pour un nouveau parti de faire des gains et de devenir un nouveau parti important. Et donc, ça, c'est changé, mais n'exagérons pas non plus. Comme en France, quand même, les 3 premiers candidats sont les mêmes que ceux qu'on avait eus à l'élection précédente. Il y a quand même de la continuité, et que la majorité des électeurs votent pour le même parti qu'ils ont appuyé à l'élection précédente. Il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur du changement. Il y a un changement important, mais les traditions partisanes existent toujours. Existent toujours, mais par exemple, si vous regardez en France, il y a des sondages qui démontrent que les partisans de Mélenchon, à l'extrême gauche, une partie d'entre eux, on parle de 30-40%, pourraient aller du côté de Le Pen à l'extrême droite. Donc, on voit qu'il y a une mouvance qu'il n'y avait peut-être pas avant. Là, dans ce cas-ci, c'est peut-être un vote de protestation vraiment vers les extrêmes. Mais est-ce qu'on aurait vu ça il y a 30-40 ans? Une telle... je veux dire, c'est vraiment deux échiquiers politiques complètement différents et des gens s'identifient aux deux. Tout à fait. Et ce qui a changé aussi, c'est que le nombre de clivages a augmenté. Hein. Avant, il y avait le clivage gauche-droite classique qui sous-tendait une bonne partie de la politique. Ce clivage existe toujours, est toujours important, mais on voit que dans plusieurs sociétés, il y a toutes sortes d'autres clivages qui existent. Et bon, ce qu'on appelle le populisme, ou la remise en question du système, oui, etc., est un autre clivage qui fait en sorte qu'il y a des rapprochements surprenants qui se produisent. Tout à fait. Oui, on sent qu'on est dans une période effectivement d'extrême. On n'est plus quoique Macron peut être vraiment le pur centriste, donc il est vrai que dans le cas de cette élection-là, il est possible que ce soit finalement le candidat le moins dans les extrêmes qui remporte l'élection. Vous avez été membre, André, de l'équipe qui a mené l'étude électorale canadienne pendant, mon Dieu, près de 20 ans, de 1998 à 2006. Vous avez donc passé à travers 6 élections, un référendum, celui de Charlton. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce que ça a été les points forts de tout ça? Comme chercheur, hein, d'abord, moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il faut travailler en équipe. Ce travail-là, il a été fascinant parce qu'on tentait d'accoucher d'un questionnaire, une équipe de 4 ou 5 chercheurs. Et j'ai tellement appris dans cette période-là, parce qu'on essayait de faire un bon questionnaire, on le pré-testait, puis on le finalisait, qu'on était attachés chacun à des questions différentes, puis qu'on avait à trouver la meilleure façon. Et que si on veut avoir un bon instrument de recherche, il faut avoir un esprit critique très fort pour voir toutes les lacunes possibles de toutes les questions, d'abord et avant tout l'esprit critique, et aussi un respect mutuel des uns et des autres, et donc d'être capable de critiquer la question qui est proposée par un collègue, tout en montrant qu'on respectait par ailleurs, avec un peu d'humour, si possible. Et donc, ce travail d'équipe, on arrivait à formuler un sondage de bonne qualité. C'était tout un exercice important. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose qui est aussi importante, c'est qu'il faut se mettre dans la peau des électeurs. Oui. Et de tout genre d'électeurs. Des électeurs qui ne sont pas du tout nos idéologies, nos perspectives sur la vie.
des électeurs qui ne s'intéressent plus à la politique. Et pour ces personnes-là, comment on formule des questions qui restent pertinentes pour ces personnes-là? Donc, avoir de l'empathie pour la grande diversité des électeurs et en plus, la grande diversité des partis politiques. Parce qu'un exercice intéressant et important dans ce calcul-là, c'est de comprendre la stratégie des partis, d'anticiper leur stratégie, quels enjeux ils vont vouloir mettre à l'avant. Et puisqu'ils vont mettre ces enjeux-là avant, quelles sortes de questions il faut poser pour essayer d'évaluer leur stratégie et la réaction des électeurs. Et donc, pour moi, de façon un peu surprenante, après le scepticisme de Bonalois, l'autre grande qualité du chercheur, c'est l'empathie. Être capable de se mettre dans la peau de toutes sortes de personnes et de toutes sortes d'élites, toutes sortes de partis politiques, et d'essayer de voir comment on peut avoir un instrument qui va nous aider bien à capter la perspective des uns et des autres. Et ça, c'est un exercice fascinant. Tout à fait, oui. L'empathie, comme vous dites, parce que beaucoup de chercheurs, comme vous dites, parfois ont des idées déjà préconçues, mais aussi des préjugés sur le sujet dans lequel ils vont faire leur recherche. Ils n'auront pas nécessairement d'empathie pour le sujet de leur recherche. On peut avoir des préjugés, c'est très difficile de s'en déporter, oui. Mais il peut y avoir de l'empathie. Et donc, être conscient de ces préjugés, puis essayer de les contrer et d'essayer de bien comprendre la perspective de gens qui sont très différents de nous. Et c'est un exercice fascinant, de quel on apprend énormément. Oui, tout à fait. D'ailleurs, parlant des électeurs, bon, vous avez écrit les électeurs canadiens, les électeurs québécois, dans le fond, ne diffèrent pas tant des autres électeurs occidentaux. C'est surprenant parce qu'on se dit, bon, il y a des différences culturelles entre chaque pays, quand même importantes. Donc, pour vous, ça ne se reflète pas dans la façon de voter? Je pense que je faisais ce commentaire en référence spécifiquement à la question de la participation électorale, décision de voter ou de ne pas voter. Et là, je crois que les motivations qui sous-tendent la décision de voter ou de ne pas voter, elles sont pas mal universelles, c'est-à-dire tout au moins dans les pays où les démocraties établies et où le vote n'est pas obligatoire, je pense que c'est assez généralisé. Le choix du vote, lui, je pense que c'est différent. Et là, il est évident que les différences culturelles jouent et jouent parfois énormément, sauf peut-être qu'on les exagère. Un exemple, on pense généralement que, par exemple, les Québécois sont plus égalitaires que les Albertains. C'est vrai, mais la différence est beaucoup plus mince, beaucoup plus petite qu'on le croit généralement. Il y a une grande diversité d'Albertains et une grande diversité des Québécois, même si au total, il y a des différences générales. Et donc, les différences culturelles jouent, mais elles sont peut-être parfois exagérées. Oui, et puis on le voit aussi dans les sondages sur l'environnement, par exemple. Finalement, l'ensemble des Canadiens ont une conscience environnementale que, on a parfois le préjugé, comme vous dites, bon, en Alberta, ils en sont moins conscients, pas du tout. Ce n'est pas selon les sondages, en tout cas. Dites-moi, vous êtes un chercheur en sciences humaines. On a l'impression ces temps-ci que les sciences humaines ont moins la cote que les sciences pures appliquées, que la technologie. Comment vous voyez le rôle des sciences humaines pour mieux comprendre la société? Moi, je suis optimiste. Optimiste dans la vie en général, sceptique et optimiste. Ça peut aller ensemble. Et je suis optimiste parce que je vois qu'on reconnaît spontanément la contribution essentielle qui est faite par les gens des sciences humaines. Je prends la guerre présentement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je vois énormément de mes collègues en relations internationales et des historiens qui viennent nous expliquer les origines du conflit, pourquoi ça se produit, comment, etc. Je les trouve excellents, d'ailleurs, en général. Et j'ai vraiment l'impression que tout le monde reconnaît qu'on a besoin de ces analyses-là pour mieux comprendre la guerre, qui est vraiment un phénomène absolument fondamental. J'avais aussi la même impression au moment de la pandémie. Oui. Je pense que les travailleurs de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé, ont reconnu très rapidement qu'il fallait développer un vaccin efficace et sûr, mais aussi qu'il fallait se préoccuper des réactions des citoyens à l'information qu'ils auraient et qu'ils n'auraient pas. Et donc, on a vu apparaître dans les médias, par exemple, beaucoup de chercheurs provenant, par exemple, de la psychologie, de l'économisme, le behavioralisme, de la science politique, de la communication politique.
Et je crois qu'on apprécie maintenant beaucoup la contribution des gens des sciences sociales. Et donc, moi, je suis un grand optimiste. Je crois que c'est un fait reconnu, qu'on reconnaît dans des événements comme les guerres, qui sont des événements absolument fondamentaux. On ne peut pas se passer de la contribution des chercheurs en sciences humaines. Alors, dans l'expression qu'on a tellement entendue, il faut écouter la science, il faut écouter aussi, effectivement, les sciences humaines, les sciences sociales, parce que c'est vrai, vous le dites, dans la pandémie, on s'est aperçu assez rapidement qu'il fallait aller chercher d'autres genres d'expertise que la seule expertise scientifique, qui était évidemment fondamentale, hein, on le sait, les vaccins sont arrivés assez vite grâce à la recherche fondamentale, mais comme vous dites, ça a été très précieux aussi d'entendre tous les chercheurs des sciences humaines. Vous avez écrit, André, que les étudiants occupent une place vraiment spéciale pour vous, que vous trouvez ça très gratifiant comme chercheur senior de voir une jeune étudiante, un jeune étudiant qui découvre ce que vous appelez cette vérité profonde. Il n'y a pas de plus beau métier dans la vie que celui de chercheur. Parlez-nous un peu de votre rôle comme mentor auprès de la jeune génération. Quand je dis pas de plus beau métier, je suis pas mal convaincu, même si j'ai parfois des hésitations à dire cela à ma fille qui est artiste et passionnée du théâtre. Et donc, je ne suis pas 100% convaincu de cela, mais je pense que j'ai peut-être plus raison qu'elle, mais ça, c'est un autre débat à tenir. Mais si je reviens à mes rapports avec les jeunes, moi, je crois beaucoup au progrès scientifique. J'ai la prétention d'être un peu meilleur que les mentors qui m'ont enseigné à faire de la recherche. Je suis convaincu que les jeunes chercheurs que je forme sont meilleurs que moi à leur âge. Il y a un progrès de la science. Et si je peux continuer à travailler avec des chercheurs qui sont extraordinaires, ben, je suis privilégié. Donc, il y a ce premier élément-là que je trouve formidable. Et le deuxième élément, c'est que la jeunesse est porteur de toute une série de nouvelles croyances, de nouvelles découvertes. Moi, en travaillant avec des jeunes, j'apprends quelle sorte de musique ils adorent, quelles sont les nouvelles trouvailles en culinaire. Et donc, j'apprends énormément sur des choses que je ne connaissais pas. Je suis privilégié de pouvoir travailler avec des gens avec qui j'apprends énormément de choses et avec qui je trouve un dynamisme et un enthousiasme formidable. Donc, je ne peux pas penser à quoi que ce soit de mieux faire dans la vie. Oui, d'être effectivement toujours en contact avec les jeunes, avec ceux de la nouvelle génération. Vous dites qu'ils étaient meilleurs que vous au même âge. Est-ce que c'est parce qu'ils ont accès à plus d'informations? Bon, on le sait, avec Internet, l'accessibilité a explosé. Est-ce que pour vous, c'est une question d'accessibilité à toutes sortes d'idées que vous aviez peut-être moins accès il y a 40 ans? Oui, et la recherche a progressé. On apprend des choses, on apprend comment mieux faire de la recherche. Et c'est normal que les jeunes chercheurs sont un peu meilleurs que ce qu'on était il y a 30 ou 40 ans. Même si on dit qu'ils écrivent moins bien, ça, c'est toujours les profs d'université disent « Ah, les jeunes écrivent moins bien ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous pensez que c'est… Ils écrivent un peu moins bien. Ils ne sont qu'un peu meilleurs. Hein. Le progrès est relatif. Hein. Je ne vais pas tout laisser là. Mais ils sont quand même un peu meilleurs au total. Oui. Et je pense qu'il faut leur reconnaître leur qualité puis leurs petits défauts, mais ça se corrige facilement. Vous avez écrit « Je suis un chercheur qui ressent encore un frisson quand il entame une nouvelle recherche. Si aujourd'hui, on vous donnait carte blanche, on vous dit, André, vous entamez la nouvelle recherche que vous voulez, à quelle question vous souhaiteriez répondre? » Donc là, je suppose qu'il n'y a aucune limite. Aucune limite. Aucune limite. J'ai le budget. Le CRSH me donne tous les fonds que je désire et j'ai 10 ans, là, disons, là, pour le faire. Ouais. Vous savez, je pense que la question à laquelle je m'attaquerais, c'est ce qu'on appelle le budget temps. À quoi les gens consacrent leur temps? Okay. Et combien de temps par jour, par semaine, par mois, les gens travaillent, ont des loisirs,
combien de temps ils passent à prier, combien de temps ils passent à aider les autres, combien de temps ils passent à manger, à boire, à danser, à faire toutes sortes de choses. Donc, selon moi, l'utilisation qu'on fait de notre temps, ça reflète nos valeurs et nos contraintes aussi, hein, parce qu'il y a aussi des contraintes. Et moi, je me souviens que j'avais lu des études extraordinaires sur l'utilisation du temps et je m'étais dit que peut-être une bonne fois, je ferais une telle étude. Ça ne s'est jamais produit. Et donc, de façon très simple, justement, connaître, pas répondre aux questions pourquoi ou comment, juste savoir exactement quel est l'emploi du temps de différentes catégories de gens. Hein, parce que c'est une très grande diversité. Et Oui. de voir, donc, comment les gens décident-ils d'utiliser le temps qu'ils ont? Parce que pour moi, le temps, c'est la ressource qui est la plus privilégiée, qui est la plus difficile à allouer à toutes les aspirations qu'on pourrait avoir. C'est effectivement une question super intéressante. Avis au CRSH, si vous demandez une subvention. Non, c'est vrai que c'est une question fascinante parce que c'est très inégal aussi. Il y a des gens qui ont plus de temps, des gens qui en ont moins. Oui. Et qui ne. C'est ça, c'est toute la question de l'inégalité. André, on a déjà une question pour vous qui vient de l'audience. Elle est en anglais, donc vous pouvez répondre en anglais. C'est sur l'âge du vote. On pense à abaisser, on entend beaucoup, on a même publié récemment un article là-dessus. Devrait-on abaisser l'âge du vote? Qu'est-ce que vous en pensez? La question est en anglais. Yes, you can answer in English. The question is in English. So I'll answer in English. It's a great question. At what time should we have the right to vote? Now it's 18. It used to be 21. I think basically the argument is that I think we should be as open as possible. I think that our initial position should be, let's make sure that everyone who is ready to vote has the right to vote. So why not go a bit earlier and give the right to vote at 16, for instance, instead of 18? The only, I guess, consideration I would have is that we have to be consistent across domains. If we think that people have the right to vote at 16, should we also assume that they have all the constraints, that the law is the same for them, all the same for all kinds of aspects? So I would really want to look at different aspects of legislation about exactly how we treat age across different domains to be consistent. But in principle, why not give the right to vote to people at 16? So as soon as possible. Yes. Why Pour not? développer l'intérêt, justement, plus tôt dans la vie. Parlez-nous un peu de l'impact des médias sociaux, parce que vous les avez vus apparaître dans votre carrière. Évidemment, ça n'existait pas il y a 40 ans. Aujourd'hui, il y a une place prépondérante pour les médias sociaux concernant l'influence notamment sur que peuvent avoir certaines idées sur d'autres. Comment vous avez vu, vous, l'émergence des médias sociaux et leur impact dans votre champ de recherche? J'utilise un peu les médias sociaux pour publiciser mes publications, mes recherches, etc. Le CRSH nous encourage à le faire et moi, je le fais avec intérêt. J'ai trouvé ça intéressant de faire cela. Il y a toujours, quand on fait cela, une petite hésitation parce qu'on sait que les médias sociaux ont leurs avantages et aussi leurs inconvénients. Et évidemment, ce qui agace que certains d'entre nous, c'est le caractère très polémique, parfois des médias sociaux, parfois même virulent. Et donc, ça, c'est la grande question. Hein, comment faire en sorte que la très grande démocratisation qu'ont permis les médias sociaux, comment on peut en même temps s'assurer que tout n'est pas que polémique, que du moment on émet une opinion un petit peu controversée, qu'on est l'objet d'attaques possiblement virulentes. Et donc, moi, j'aborde les médias sociaux avec un intérêt et hésitation. Intérêt et hésitation, c'est une bonne. Oui, oui, tout à fait. Je rappelle que la période de questions est ouverte. N'hésitez pas à envoyer vos questions en anglais, in English ou en français via le chat.
André, si on en revient aux médias sociaux, est-ce qu'on assisterait à un extrême des positions actuellement dans la société? On voit ça partout en Occident, même dans le monde, s'il n'y avait pas justement le poids des médias sociaux. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on n'a jamais été aussi polarisé. Pour vous, est-ce qu'on exagère justement l'impact des médias sociaux dans le phénomène ou au contraire, ceci explique cela? C'est très, très difficile à dire. Je ne pense pas que pour le moment, on a une réponse satisfaisante à cette question-là. Moi, je soupçonne qu'on exagère l'impact des médias sociaux, mais votre intuition, c'est ça, vous dit que vous... Je pense que oui, parce qu'il y a toutes sortes d'autres phénomènes qui s'associent. Et moi, j'ai vu des études qui montrent que les biais qu'on retrouve dans les médias sociaux, on les a même dans nos réseaux d'amis. Que nos réseaux d'amis sont bien souvent homogènes, etc. Et qu'il y a les mêmes phénomènes. Parler contre les autres entre amis, c'est aussi très fréquent. Mais en même temps, je remarque qu'il y a une animosité sans précédent. Et ce serait très surprenant que les médias sociaux n'ont pas contribué, au moins en partie. Donc, je suppose que c'est important. Les recherches que j'ai vues, en général, ne convergent pas toutes. Hein. Il y a des études qui soutiennent qu'il y a des effets, mais d'autres qui remettent en doute. Et pour le moment, je crois que ça reste une question ouverte. On a une autre question, justement, qui fait suite un peu à ce que vous dites en anglais. Je vais vous la lire en anglais. Désolée pour l'accent. Alors, in light of recent events, do you worry about the impacts of false information on our democracy? And do you think citizens are well informed enough about how our democratic institutions function? Ma réponse sera la suivante. You can say it in English. Yes, in English. Because it's a question in English. all experts despair about the lack of information of people about their domain. Yeah. Dentists complain that people are not well informed about what they should do to keep their teeth, in great shape and so on. Those car dealers will tell you that you have to take care of your cars. Everyone is always despaired about the lack of information of people about their domain. So I am an expert in politics. So of course, I complain about the lack of information about people's level of information, but I accept it. That's part of life. People are not able to get informed about everything. What is important is that they get around it. First, they know their lack of information, they're aware of it, and that they are prudent in their use of the pieces of information that they have, and they are critical about at least some pieces of information. And that's not always there. Clearly, misinformation is part of the game. I would argue that it has always been the case. There is nothing new here. It might be a bit more than before, but misinformation has always been part of the game. But we have to live. This is democracy. You don't want dictatorship. So you want people to come to their views and to decide about for themselves about what they believe and so on. So you have to to help them be critical as much as possible, to be skeptical about their own views as much as possible, and to accept the fact that there will be misinformation all the time. Oui, et l'information existe. Est-ce que l'école, selon vous, aurait un plus grand rôle à jouer dans cette information-là? On a l'impression parfois qu'en 15 ans sur le banc d'école, on n'a pas tant appris sur comment fonctionne la démocratie. C'est vrai. Est-ce que c'est là que c'est à l'école qu'on a le mieux l'apprendre? Je ne le sais pas. Parce que le message est complexe. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que dans une démocratie, on perd plus souvent qu'on gagne. Oui, oui. Il y a tellement de différents points de vue que c'est clair qu'il y a des décisions qui sont prises. La plupart du temps, mon opinion ne sera pas écoutée parce qu'il y a toutes sortes d'autres opinions. Et donc, si on accepte ça, que dans une démocratie, on perd plus souvent qu'on gagne, mais qu'on perdrait encore beaucoup plus si c'était une dictature. Hein? Donc, il faut se comparer à la dictature et non à l'absolu. Mais ça, c'est une réalité très compliquée à comprendre.
Je ne suis pas encore sûr comment on peut le faire. Je ne suis pas sûr que c'est à l'école, mais c'est peut-être au départ dans la famille. Il y a toutes sortes de moyens de le faire, mais de comprendre que ce qu'il faut comprendre, c'est la très grande diversité d'opinions et d'intérêts dans nos sociétés et que faire en sorte qu'il y ait une majorité là, qui décide, c'est extraordinairement difficile et que nécessairement, on va être insatisfait. Et ne pas avoir... Et accepter cela comme étant une limite de la vie collective. Tout à fait. Accepter effectivement qu'on puisse ne pas gagner. On a une autre question ici. Vous nous dites que l'intérêt pour la politique est le fait de percevoir le vote comme un devoir. Et l'intérêt, c'est ça, les deux sont les principaux moteurs de la participation électorale. Les jeunes ont moins d'intérêt, c'est un peu, on en avait parlé un petit peu au début, c'est ça, les jeunes ont moins d'intérêt pour la politique partisane et les élections, ils perçoivent davantage le vote comme un choix. Sommes-nous condamnés à assister à une baisse de la participation électorale dans les prochains cycles électoraux? Et peut-on renverser cette tendance? Qu'est-ce que la recherche nous dit sur les moyens les plus efficaces pour donner le goût de vote aux plus jeunes générations? Wow, c'est une grosse question, une grosse question. Sur renverser les tendances à revenir à des taux de participation moyens, disons, de 80%, oui. En mettant le vote obligatoire, oui, mais en supposant que le vote n'est pas obligatoire, je ne vois pas vraiment comment. Non. Mais arrêter la tendance et faire en sorte qu'on a un taux de participation qui se rapproche, disons, des 70% pour, en tout cas, les élections, disons, fédérales et provinciales, je crois que c'est tout à fait possible. Que le cynisme très fort qu'on a maintenant, je crois qu'il peut être, on peut le relativiser, que des événements comme les guerres nous rappellent l'importance des choix collectifs et que les choix collectifs, que les élections participent à ces choix collectifs-là. Et donc, moi, je suis plutôt optimiste qu'on aura des taux de participation qui resteront acceptables, tout en n'étant pas aussi élevés qu'ils pouvaient l'être, disons, il y a une cinquantaine d'années. Il y aura un genre de stabilisation, si on veut. Un des pays qui connaît les plus bas taux de participation, et ça depuis des décennies, ce n'est pas nouveau, c'est les États-Unis. Qu'est-ce que ça dit de leur démocratie là, quand on voit des taux de 50-51% des élections? Qu'est-ce que ça dit sur eux, d'après vous? En passant, le taux de participation est faible, mais ne diminue pas aux États-Unis. OK, il est stable. Parce qu'il a même augmenté un tout petit peu, parce que la polarisation qu'on déteste tellement, par ailleurs, elle fait augmenter la participation politique. Hein? Quand on est polarisé et on pense que l'élection est très importante, on va un peu plus voter. Mais sur le point principal, le taux de participation faible aux États-Unis, moi, je l'explique d'abord et surtout par des institutions. D'abord, trop d'élections. Ils sont constamment en élection. Et ce n'est pas pour rien qu'un autre pays où il y a beaucoup d'élections de référendum, la Suisse, le taux de participation est aussi très faible. Donc, d'abord et avant tout, le fait qu'il y a trop d'élections et aussi l'inscription est compliquée. Il faut s'inscrire soi-même sur les listes électorales et donc c'est beaucoup plus compliqué que dans d'autres pays. Mais si on met de côté ces deux institutions-là, le taux de participation aux États-Unis est quand même pas mal élevé et au total, les Américains votent certainement autant en tenant compte de cela que, par exemple, les Canadiens. Okay. Donc, je ne pense pas que le taux de participation, ce soit un problème de la démocratie américaine. Il y a bien d'autres problèmes que le taux de participation qui sont, je crois, très importants. Ouais. On a une autre question en anglais. I am curious about your take on partisan politics and your observation that voters are showing less loyalty to any particular party. That actually seems contradictory to what we are observing in North America, perhaps more in US, vous en avez parlé, but certainly we are also seeing a deeper right-left divide in Canada as well. Is there hope that we can take our example from other parts of the world? This is a big question. You're right. In the US, in fact, partisan polarization has increased over time, so partisan loyalties are even stronger than they used to be. The US is clearly an outlier
in almost all the other democracies, it's the opposite pattern. So having partisan polarization as US has one advantage. It's very clear, so that there's a clear choice. Sort of, you know what you'll get if you elect Democrats or you elect Republicans. But at the same time, there is the degree of animosity that is going on is just almost impossible in a democracy. So I hope we'll never get there. So we need parties. We need parties that establish programs and so on with different viewpoints. But we also, I think, need a system in which there is at least some degree of acceptance that the other parties are okay, at least in some aspects. So which we don't have from the US. So I really hope that we don't go the US route, which very, very strong polarization and animosity. On a l'impression, André, bon, à la suite de la chute du mur de Berlin, bon, à la fin de l'URSS, que la démocratie avait le vent dans les voiles dans le monde. C'était vraiment le système qui s'imposait, qui allait dominer. 30 ans plus tard, on a l'impression que la démocratie est en régression, pas seulement en Russie, où il y a déjà eu une forme de démocratie, mais dans plusieurs pays africains, en Asie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une impression ou vraiment la démocratie est en recul? La démocratie a fait des gains importants jusqu'à il y a 5 à 10 ans. Des gains vraiment substantiels, hein, qu'il ne faut pas nier. Depuis 5 ou 10 ans, il y a une stagnation et léger recul réel, mais selon moi, relativement léger. Et moi, j'espère que c'est circonstanciel, que ça va se rétablir. En particulier, la guerre, l'invasion de la Russie va redonner confiance ou redonner la foi en la démocratie. Et donc, oui, un recul présentement. Je crois qu'il est léger. Il faut s'en inquiéter. Je suis optimiste que c'est passager et qu'on va reprendre la remontée, mais c'est peut-être mon optimisme habituel parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un recul présentement, mais un recul qui est beaucoup moins important que les gains qui ont été faits de 1990 à, disons, à peu près 2010. Et dites-moi, André, pour les prochaines années, sur quoi vous allez plancher? Quel est votre agenda de recherche pour les prochaines années? Moi, je vais parler d'un projet de recherche qui est en cours, qui n'est pas complètement peaufiné, mais qui m'intéresse beaucoup. C'est justement le fonctionnement de la démocratie. Et c'est l'idée d'avoir des assemblées de citoyens qui se réunissent et qui débattent entre eux des institutions qu'ils jugent les meilleures pour le fonctionnement de la démocratie électorale. On a parlé tantôt à quel âge devrait-on voter, donc qui devrait avoir le vote, quel devrait être le mode de scrutin, est-ce qu'il faudrait voter par Internet ou non. Donc, d'amener des gens de points de vue différents, avec des perspectives différentes, de débattre entre eux et de voir comment on peut former possiblement des consensus sur les meilleures institutions qui devraient exister en passant au niveau national, au niveau fédéral, au niveau provincial et au niveau municipal. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant de mettre ensemble des citoyens ordinaires et de voir ce qui les amène à proposer telle institution plutôt que telle autre et comment ils réagissent aux arguments qui sont proposés de part et d'autre pour justifier telle ou telle proposition. Donc, c'est un type de recherche qui m'intéresse tout particulièrement. Donc, vraiment des assemblées là, citoyennes, comme on le voyait quand on parlait de démocratie directe, là, il y a très longtemps, qui avait été un petit peu abandonné. Donc, vous reviendriez un peu à ce mode-là, dans le fond.
parler aux gens, leur demander qu'est-ce qui Oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai travaillé, j'ai assisté beaucoup aux assemblées citoyennes qui ont eu lieu en Colombie-Britannique et en Ontario sur la réforme du mode de scrutin. J'ai trouvé cela fascinant comme exercice sur le plan strictement politique, mais aussi sur le plan scientifique, de voir comment les gens réfléchissent entre eux et comment ils sont ouverts, beaucoup plus qu'on pourrait le penser a priori, ils sont ouverts à écouter les autres et à parfois modifier leurs opinions à l'écoute des arguments des autres. Le temps file. Peut-être dernière petite question. Vous avez parlé tantôt du vote Internet. Est-ce que le vote Internet, donc le fait de ne pas avoir à se déplacer, pourrait augmenter les taux de participation? Ou selon vous, l'acte de voter Internet ou l'acte de se déplacer, c'est le même? Ce n'est pas le même. Est-ce que le vote par Internet ferait en sorte de faire hausser le taux de participation? On ne le sait pas. Moi, je pense que possiblement chez les jeunes, et ce n'est pas tellement le temps que ça prend, c'est que, et ça, c'est des conversations que j'ai eues, entre autres, avec mes propres enfants, mettre un X sur un bout de papier, ça apparaît moyenâgeux. Oui. Et l'élection, ce n'est pas une institution moyenâgeuse, c'est une institution moderne. Et malheureusement, le fait qu'on utilise un bout de papier, ça ne facilite pas les choses auprès des jeunes. Et je crois que symboliquement, puisqu'ils font tout par Internet, ça serait un peu normal et peut-être que ça aiderait un peu, mais un tout petit peu. Mais il reste l'objection importante qui reste, c'est quelle est la possibilité que quelques agents extérieurs ou quelques adolescents quelque part dans un pays du monde va décider de hacker l'élection et va tout faire. Donc, comment assurer la sécurité? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Mais a priori, dans un monde où on fait tout par Internet, ça paraît un peu surprenant qu'on ne puisse pas faire ce petit geste aussi par Internet. Donc oui, effectivement, oui à l'idée, mais avec les bémols de la cybersécurité est encore un enjeu, en fait, de plus en plus un enjeu. Oui. Mais oui à l'idée, effectivement, comme vous dites, pourquoi ne pas évoluer vers ça? Pourquoi pas, en effet. Écoutez, merci beaucoup, André. C'était passionnant de vous entendre. Merci à tous et à toutes et pour vos questions, puis merci d'avoir assisté à l'entretien. On espère que vous avez apprécié. C'est le deuxième entretien qui a été réalisé dans le cadre de notre nouvelle série Conversation avec. Scott White s'était entretenu avec Lynn Viola la semaine dernière. Notre prochain événement est le 3 mai prochain. C'est Mme Maïka Sondarji qui sera interviewée. Elle va discuter de la manière d'intégrer les études sur le genre et la race dans les salles de classe. Alors, on espère que vous allez vous joindre à nous. Merci tout le monde. Thank you very much to be there.